Bonjour à vous, bonjour ou rebonjour à certains étudiants que j'ai vus ce matin. Donc on va commencer, si vous le permettez, par les présentations d'usage, même si je pense que la très grande majorité d'entre vous me connaissent, effectivement. Donc pour me présenter, donc, je suis Monsieur Hébard. Je suis donc maître de conférence à l'université, donc c'est mon métier. Donc maître de conférence à l'université Polytechnique, pour être plus précis. Et je suis effectivement enseignant-chercheur dans le domaine des sciences de gestion. Voilà, pour connaître un petit peu mon parcours, donc effectivement, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, j'avais soutenu une thèse de doctorat. Et puis ensuite, j'ai fait une carrière tout simplement à l'université. Voilà, j'interviens ici au CNAM depuis déjà quelques années, ça fait un petit moment, une dizaine d'années. Et donc voilà, j'ai plaisir toujours à rester ici avec vous et puis à continuer à intervenir avec des étudiants qui me sont très agréables. Voilà, il y a à peu près maintenant un an, c'est Virginie et Philippe qui m'ont demandé dans le cadre d'un cycle de conférences programmé de bien vouloir intervenir en conférence. Donc j'ai accepté effectivement, et puis on se retrouve aujourd'hui pour une conférence qui s'intitule Mondialisation des marchés et management. Plus précisément, l'approche interculturelle est-elle une nécessité? Voilà. Donc c'est une conférence que j'ai bâtie notamment par rapport à un cours que je fais en M2 RH, management interculturel, et donc que j'ai effectivement retravaillé pour vous. Dans une configuration plus synthétique. Voilà. Donc, écoutez, je suis finalement quelqu'un de très académique. Alors, ça veut dire quoi, très académique? C'est-à-dire que lorsqu'on me propose un sujet, ce sujet, je vais le faire de la manière la plus logique possible. Mondialisation des marchés et management. Donc, dans une première partie, si vous voulez bien, je vais revenir sur les constantes de la mondialisation des marchés, le rapport au management, l'émergence du management interculturel et pourquoi le management interculturel est apparu il y a maintenant une bonne quarantaine d'années, dans quel contexte, les spécificités de ce management interculturel, et puis dans une dernière partie, je vais terminer sur, je ne vais pas dire un cas pratique, mais un exemple de management qui va illustrer un petit peu cette problématique. Voilà. Donc voilà un petit peu le programme pour, je sais pas, moi on m'a dit une demi-heure, 45 minutes de présentation. Voilà, et puis ensuite une aimable discussion avec vous, si vous voulez bien. Ça vous va? Oui? Très bien. Eh bien on va démarrer. Je vais revenir, si vous le permettez, sur les constantes de la mondialisation des marchés. Donc... Alors, la mondialisation des marchés, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, d'accord? J'insiste, si vous voulez, sur une constante d'après-guerre, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, mais les marchés sont bien mondialisés depuis très longtemps. Le commerce mondial existe depuis des siècles, voire même des millénaires, d'accord? Mais cette mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, elle a quand même une origine, c'est la Seconde Guerre mondiale. Okay? Alors, la Seconde Guerre mondiale, inutile de revenir là-dessus, vous la connaissez, vous connaissez l'histoire. Fondamentalement, il y a l'émergence de deux grandes nations dans le monde, mais il y a surtout l'émergence d'une hyperpuissance, c'est les États-Unis d'Amérique qui vont devenir effectivement l'hyperpuissance mondiale dominante, tant sur le plan économique que sur le plan militaire, géopolitique, etc. etc. Alors, je rappelle un certain nombre de constantes, donc c'est une fameuse conférence, la conférence de Bretton Woods, qui a eu lieu en juillet 1944, qui va jeter les bases d'une nouvelle mondialisation, d'accord? Une mondialisation qui sera, sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Alors, en quoi cette conférence est importante? Pour une raison extrêmement simple, c'est que cette conférence va bâtir un certain nombre d'organismes transnationaux, tels que le Fonds monétaire international, tels que la Banque mondiale, tels que plus tard, alors ça va donner naissance à l'Organisation mondiale du commerce, mais connue dans un premier temps comme étant les accords sur les tarifs douaniers et le commerce, les fameux accords du GATT.
Ça va donner naissance également au système monétaire international, okay, c'est-à-dire un système monétaire où l'étalon est l'or, d'accord, et toutes les monnaies occidentales sont basées sur l'or, mais parmi toutes ces monnaies occidentales, une seule monnaie est convertible en or, c'est le dollar. Donc du coup, on a tout simplement les bases d'une nouvelle mondialisation à partir de la Deuxième Guerre mondiale, dominée par une monnaie, le dollar, qui devient de facto la monnaie des échanges internationaux. Okay. Vous avez des accords douaniers qui prévoient tout simplement la libéralisation des échanges, c'est-à-dire tout simplement comment dirais-je, des barrières douanières qui vont tout simplement être au minimum par rapport à un certain nombre de produits et de biens. Et donc on va connaître une mondialisation qui va, comment dirais-je, s'effectuer à partir de la Deuxième Guerre mondiale sous la domination américaine et qui va accentuer l'intégration des marchés occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les entreprises européennes vont travailler avec des entreprises internationales. Le marché européen est ouvert effectivement aux grandes entreprises internationales et vous allez avoir sur le marché européen débarquer un certain nombre de nouveaux produits, de nouveaux services, etc., de nouvelles marques. Bon. Donc du coup, ça c'est sur le plan économique. Alors vous allez me dire, le rapport avec le management. Le rapport avec le management tient au fait que pour accompagner cette mondialisation, donc le développement de cette mondialisation, les théories du management vont également se développer. D'accord ? Je vous rappelle que les sciences de gestion, ou encore communément appelées les sciences du management, ça reste une discipline relativement récente. D'accord ? C'est une discipline qui est, comment dirais-je, issue des sciences économiques et qui a progressivement, j'allais dire, pris son indépendance au cours du XXe siècle, notamment dans le domaine de l'économie industrielle dans un premier temps, dans le domaine de la finance, progressivement, puis ensuite vient le marketing, etc. Et puis petit à petit, ces disciplines vont, comment dirais-je, s'agglomérer dans un corpus théorique homogène qu'on va appeler les sciences de gestion. Voilà. La comptabilité, bien entendu, la finance, etc. Mais les ressources humaines, évidemment, mais ce corpus, il faut le savoir, est avant tout anglo-saxon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous étudiez, par exemple, les sciences du management, si vous regardez finalement un certain nombre de théories, la très grande majorité des théories que nous étudions sont des théories issues notamment de professeurs, j'allais dire, anglo-saxons. D'accord? En fait, les théories du management que nous avons aujourd'hui et que nous enseignons sont tout simplement des disciplines qui ont émergé notamment aux États-Unis et en Angleterre et qui sont venues ici en France dans les années 40, dans les années 50, surtout dans les années 50, par le biais notamment des grandes écoles telles que HEC, l'ESSEC, etc., etc. Et puis ensuite, ça va effectivement, comment dirais-je, concerner le monde universitaire et d'autres écoles. Alors, dans cette diapositive, effectivement, pour illustrer mon propos, j'ai noté que si on prend par exemple une statistique qui est relativement simple, de 1969 à 2020, si on prend le nombre de prix Nobel et en fonction de la nationalité, on retrouve le premier pays, les États-Unis, le deuxième pays, l'Angleterre. Et dans le domaine économique, c'est particulièrement prégnant. D'accord ? Ça veut dire que la vision libérale qui encadre cette mondialisation des marchés est une vision libérale finalement très anglo-saxonne. Attention, il y a aussi des prix Nobel issus d'autres pays, notamment la France. La France aussi a eu des prix Nobel. Mais ces prix Nobel vont s'inscrire, si vous voulez, dans un cadre libéral dicté outre-Atlantique. D'accord ? C'est un cadre libéral finalement très anglo-saxon. Donc les théories du management, pareil, vont être des théories développées avant tout par des auteurs, effectivement, notamment américains. Dans un premier temps, et notamment lié, et c'est pour cette raison que j'ai repris un petit peu le contexte géopolitique, ces théories vont avoir une hypothèse extrêmement forte. Et l'hypothèse forte des théories du management, c'est l'universalité des théories. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que lorsqu'un professeur américain va imaginer une théorie, il considère le monde comme un tout, comme globalisé. C'est-à-dire que les théories sont censées s'appliquer à l'ensemble de la planète, à n'importe quelle entreprise et quelles que soient les cultures. D'accord ? Ce qu'on appelle l'approche universaliste. On ne se pose pas la question de savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas pour un autre pays. C'est une théorie. Très souvent, vous avez des prix Nobel. Ces prix Nobel sont récompensés. La théorie fait effectivement, office de cadre dominant dans la pensée. Donc du coup, on a une vision effectivement universaliste. Et d'ailleurs, une vision universaliste du modèle américain. D'ailleurs, je cite Galbraith, qui est un économiste américain, qui justifie cette universalité par la logique, finalement, universelle de l'industrialisation. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans le monde de l'après-Seconde Guerre mondiale, vous avez effectivement une industrialisation croissante des économies et des économies occidentales. Donc l'économiste en question vous dit, si les modèles sont valables pour l'économie américaine, ils sont forcément valables pour le monde entier. D'accord ? C'est-à-dire pour l'économie européenne, mais également pour les économies notamment asiatiques. D'accord ? Bon, ça, c'est cette hypothèse fondamentale, centrale des sciences du management qui va être remis en cause fondamentalement quelques décennies plus tard, notamment par l'observation de performances, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'autres pays et d'autres entreprises qui va venir un petit peu égratigner le modèle anglo-saxon et notamment le modèle universaliste américain. Après la crise de 1973, effectivement, donc vous avez ce modèle, ces modèles des sciences du management qui vont gouverner l'économie mondiale pendant une trentaine d'années. Et puis à partir du milieu des années 70, avec un jalon historique qu'on cite souvent, hein, c'est le premier choc pétrolier, la crise de 73, le centre de gravité de la planète commence un petit peu à se modifier. Vous voyez ? Je vous rappelle qu'il y a 2 belligérants de la Seconde Guerre mondiale qui ont été renvoyés au Moyen-Âge en 1945. D'accord ? Je pense notamment aux 2 pays qui ont été, reconnus comme étant déclencheurs de ce conflit. Je pense notamment à l'Allemagne et au Japon. Je ne vous raconte pas l'état de l'Allemagne en 1945. L'Allemagne en 1945, c'est quoi ? C'est rien. Il n'y a plus rien en Allemagne. D'accord ? Les Anglo-Américains ont bombardé le pays, il n'y a que des ruines. Le Japon également est dans une situation, effectivement, tout aussi chaotique. D'ailleurs, à ce propos, je dis souvent à mes étudiants que les Américains ont souvent 2 malheureux records. Le record du plus grand nombre de morts en une seule nuit, c'est le bombardement de Tokyo en 1945. Et le deuxième record en termes de morts, malheureusement, c'est la bombe atomique ou les bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima. Il n'y a plus de Japon, il n'y a plus rien. 45, plus d'Allemagne, plus de Japon. L'Occident est dominé par l'Amérique. Et puis, à partir du milieu des années 70, le consommateur américain commence à avoir sur son marché un certain nombre de produits, vous savez, de marques. Sony, tiens, alors il se dit, mais c'est quoi ça, Sony ? C'est de quelle nationalité ? On lui dit, ça c'est japonais. Quoi ? Japonais ? Le pays qu'on a renvoyé au Moyen-Âge en 1945 ? Eh oui, extrêmement rapidement, finalement. Quand vous regardez bien, en l'espace de même pas 30 ans, le Japon redevient la 2e puissance économique du monde. D'accord ? Quelque temps après, les Américains découvrent que le 3e, très vite, c'est l'Allemagne de l'Ouest, puisque l'Allemagne est divisée en 2. L'Allemagne redevient la 4e, progressivement, puis 3e puissance économique du monde. Donc, et c'est surtout le Japon qui m'intéresse, puisque fondamentalement, dans la grille de lecture universaliste que l'on a des sciences du management, qui considèrent comme étant valable pour le monde entier, on vient de découvrir qu'un certain nombre de pays, et notamment le Japon, avec un modèle qui est différent. D'accord ? Le modèle japonais, ce n'est pas le modèle américain. C'est un modèle qui, effectivement, va développer un certain nombre de théories et de variables liées au management qui sont différentes de celles du monde anglo-saxon. Ce pays va, en l'espace de quelques décennies, devenir un pays challenger
de l'Occident et notamment des États-Unis. Donc il y a un modèle de management qui est différent, mais qui est redoutablement efficace. D'accord ? Donc fondamentalement, ça pose je ne vais pas dire un problème, mais un questionnement finalement, puisque tout n'est pas universel, et ce qui est valable dans d'autres pays peut être extrêmement performant. D'accord ? Donc je vous rappelle, dans le modèle japonais, il y a des idées qui sont développées, qu'on a enseignées d'ailleurs dans le monde occidental, puisque de l'Asie, ça revient vers l'Occident, caractérisé par ce qu'on appelle les cercles de qualité, le Kanban, donc le juste à temps, une qualité totale, de nouvelles approches, une culture complètement différente. Et, quelque part, on se pose la question fondamentalement du lien entre l'efficacité économique et la culture d'une nation, son capital humain, n'est-ce pas, et la culture d'entreprise. Bon. Donc, première chose, l'hypothèse universaliste, fondamentalement, n'est pas une hypothèse valable. Il existe des modèles différents et les sciences du management doivent finalement s'adapter, doivent analyser cette nouvelle forme finalement de gestion et de direction. Également, on fait la découverte que ce qui, caractérise la puissance d'une nation, n'est-ce pas, puisqu'il y a un économiste qui a été nobelisé et qui s'appelle Gary Becker, donc il a obtenu le prix Nobel d'économie, qui dans les années 60 se pose une question. Il dit un pays qu'on renvoie au Moyen-Âge, il n'y a plus rien. 20 ans, 30 ans après, il redevient l'une des nations les plus puissantes de la planète. Question, pourquoi ? Et les travaux de Gary Becker, prix Nobel d'économie, c'est un libéral, économiste américain, va s'intéresser finalement à cette question et développer une théorie, et il dit la chose suivante, la puissance d'une nation, et donc la puissance de ses entreprises, elle est dans le cerveau des individus. D'accord ? Quand vous détruisez un pays, finalement, quand vous renvoyez un pays au Moyen-Âge, où est le progrès ? Le progrès, il est fondamentalement dans la tête des citoyens de ce pays. Tout ce que vous avez détruit, ça reste du matériel, n'est-ce pas ? Après, c'est extrêmement simple de rebâtir, de reconstruire, etc., etc. Donc là, effectivement, l'une des premières, explications de l'émergence de nouvelles puissances, c'est l'importance du capital humain. C'est extrêmement important. Une nation est puissante si elle est puissante sur le plan intellectuel. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'avant. Puisque le XXIe siècle, je vous rappelle, c'est un XXIe siècle, j'allais dire, extrêmement scientifique et technologique. Tout à l'heure, Philippe me parlait de l'intelligence artificielle et de la nécessité éventuellement de faire une conférence sur l'IA. Évidemment que oui. Ceux qui maîtrisent, les pays qui vont maîtriser l'intelligence artificielle sont les pays qui vont dominer fondamentalement ce siècle. Et vous retrouvez déjà, encore une fois, excusez-moi de le citer, vous allez croire que j'ai une dent contre lui, je n'ai rien contre ce pays, bien au contraire, je l'admire. C'est les États-Unis, évidemment, et puis la Chine, qui investit considérablement dans l'intelligence artificielle. Bon. Voilà. Donc, le management, ce n'est pas universel. Le management, n'est-ce pas, doit s'adapter aux cultures. La culture dominante n'est pas forcément la plus efficace. Il existe d'autres pays qui ont développé des styles de management, des modèles de gouvernance qui sont tout aussi efficaces, voire même plus efficaces. Ça va ? Alors, effectivement, quand vous revenez, par exemple, sur un certain nombre de constantes, je vous rappelle que le management anglo-saxon, libéral, est très centré sur l'individu. D'accord ? Il y a une espèce d'individualisme dans le libéralisme économique outre-Atlantique. Ce n'est pas la conception dominante dans le monde. Vous avez des pays où, justement, vous avez une autre vision, c'est une vision davantage communautaire. Et je pense notamment au Japon. L'Amérique est centrée sur l'individu, chacun pour soi. Vous avez vu, et d'ailleurs, cette année est une année, j'allais dire, d'élection aux États-Unis. Vous allez découvrir, vous avez déjà découvert, dans le cadre d'autres, élections, que les Américains sont très attachés à la réussite d'une personne. Vous voyez ? Moi, je raconte souvent à mes étudiants, en 2016, quand il y avait l'élection, vous savez, quand Trump avait gagné face à Hillary Clinton, vous savez qu'en France, on ne parle jamais de ses revenus, évidemment. Il y a une déclaration de patrimoine qui est obligatoire, mais bon, quand vous regardez la déclaration de patrimoine des hommes politiques français, moi, ça me fait rire. Aux États-Unis,
n'est-ce pas, pendant la campagne de 2016, il y avait Hillary Clinton qui avait insulté Donald Trump en lui disant, voilà, il me fait penser à un castor. Vous savez, avec ses cheveux, sa coupe de cheveux. Le lendemain, Trump, devant ses partisans, dit la chose suivante, il paraît que Madame Clinton a dit que je ressemblais à un castor. Alors, vous voyez les partisans de Trump qui commencent à huer la candidate démocrate. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit juste après. Il dit la chose suivante. Vous en connaissez beaucoup, vous, des castors, qui possèdent 7 ou 8 milliards de dollars d'argent sur leur compte en banque. Et les partisans de Trump, tout simplement, se mettent à applaudir, se mettent à scander effectivement le candidat. Chose qui est extrêmement impensable ici en France, puisque ici c'est concours l'épine de celui qui a le moins d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous regardez l'élection présidentielle française, moi j'ai rien, moi j'ai une petite auto, j'ai une Renault, j'ai machin, etc. Donc aux États-Unis c'est pas pareil. Quand je suis milliardaire, je le dis, et je suis heureux de le dire. Et les gens m'adulent. C'est une culture centrée sur l'individu, sur la réussite de l'individu. D'accord? Je viens de vous démontrer simplement que en termes d'interculturalité, en France, c'est pas pareil. Pas du tout la même logique. Au Japon, c'est pas du tout la même chose. Non plus. L'Amérique est centrée sur l'individu, l'Asie est centrée sur la communauté, le groupe. Vous avez un certain nombre d'autres valeurs, effectivement, qui dominent dans d'autres pays. Alors, effectivement, donc le management interculturel repose j'allais dire, sur la pluralité des cultures. Et fondamentalement, il a donc maintenant pour objectif de comprendre les pratiques culturelles, n'est-ce pas, d'un certain nombre de pays, et d'étudier le lien de ces pratiques culturelles en termes de management et en termes d'efficacité. D'accord ? Le modèle du management universaliste, effectivement, va s'adapter et on va progressivement, effectivement, parler de management interculturel. Alors, attention, je vais être honnête avec vous. Au départ, c'est extrêmement, j'allais dire, modeste. Voilà, le management interculturel qui va démarrer avec un certain nombre de travaux dans les années 70, même les années 60, va commencer à connaître une espèce de visibilité que 20, 30 ans ou 40 ans après. Okay. Donc on reste encore dans les années 80-90 dans ce modèle universaliste que j'évoquais tout à l'heure. Mais les bases, effectivement, de différents types de management ont été jetées. Alors très souvent, des auteurs en termes de management interculturel, vous en avez un certain nombre, mais souvent lorsqu'on fait un cours de management interculturel, il y a deux auteurs qui reviennent très souvent. C'est Geert Hofstede, qui est un psychologue, qui était un psychologue néerlandais, les deux sont décédés, et Edward Hall, qui est un anthropologue américain. Voilà. Ce sont deux auteurs qui vont s'intéresser effectivement à un certain nombre de fondamentaux culturels de pays ou de zones géographiques homogènes, d'accord ? C'est-à-dire, zone géographique homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ensemble de pays qui participent de constantes culturelles relativement proches. Voyez, donc ces auteurs vont découper le monde en zones géographiques homogènes, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, mais même l'Europe, on peut la diviser en plusieurs zones. L'Europe du Nord, c'est pas l'Europe du Sud, l'Europe de l'Ouest, c'est pas l'Europe de l'Est, etc., etc., le Moyen-Orient, l'Asie, etc., etc., l'Afrique subsaharienne, voilà. Et on part du principe que dans certaines zones, un certain nombre de pays vont partager un certain nombre de constantes en termes culturels. Voilà. Bon. Alors, plus précisément, je vais revenir sur quelques notions développées par ces deux auteurs, Hall et Hofstede. Alors, déjà, ils ont travaillé effectivement l'un plutôt que l'autre, tous les deux, mais l'un est plus connu que l'autre dans le domaine du temps. C'est effectivement, ils vont considérer que le temps n'est pas perçu de la même façon partout. D'accord ? Voilà. Alors vous me dites, monsieur, vous me racontez n'importe quoi. Le temps est quelque chose d'immuable. Donc qu'on soit en Chine, qu'on soit au Japon, qu'on soit aux États-Unis, le temps, c'est le temps. Point. Alors déjà, c'est faux sur le plan physique, c'est la première des choses, mais également sur le plan culturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans certains pays, par exemple, le temps est perçu de manière linéaire.
Ça veut dire quoi, linéaire? Ça veut dire que vous avez un début et vous avez une fin. On va me dire, monsieur, vous ne nous apprenez rien. Un début et une fin, oui. Mais dans certaines zones géographiques, dans certaines cultures, le temps n'est pas perçu de cette manière. On parle de culture monochronique, c'est-à-dire de cultures qui perçoivent le temps comme étant séquentiel, séquencé, avec un début et une fin. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport en gestion? Si, c'est un rapport, notamment par rapport à la gestion de projet. Vous avez un projet, on sait quand est-ce que ça démarre, et on sait quand est-ce que ça se termine. Il y a un début, il y a une fin. Par contre, cette appréciation du temps, elle est différente en fonction de certains pays. On parle de polychronisme, c'est-à-dire, on ne sait pas trop quand est-ce que ça démarre, et on ne sait pas trop quand est-ce que ça se termine. N'est-ce pas? Le temps est une fonction, j'allais dire, de second plan. Voilà, on va dire ça comme ça, de second plan. D'ailleurs, pour ceux qui voyagent, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, des fois quand je vais dans certains pays, il y a un pont qui a été démarré, n'est-ce pas? Le pont est toujours là, en construction. Alors quand on pose la question, notamment à un responsable, quand est-ce que ça se termine? Ça va se terminer un jour. Mais fondamentalement, il n'y a pas cette vision monochronique qu'on peut avoir notamment en Occident, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez un projet et ça se termine le 30 juin. Donc le 30 juin, c'est terminé. Vous voyez? Bon. Alors, donc il y a effectivement, comment dirais-je, il y a des études effectivement qui ont été faites sur le temps, hein, le rapport également du cause à l'effet, etc. La notion de ponctualité, extrêmement important. Suivant les pays, l'appréciation est complètement différente. Le retard, par exemple. Le retard est apprécié différemment dans un certain nombre de pays. Un Asiatique, par exemple, va accorder énormément d'importance à la ponctualité. D'ailleurs, il va même juger que le fait que vous soyez en retard est un signe, quelque part, pas de dédain, mais c'est impoli de votre part. Vous voyez? Bon. Dans d'autres pays, la ponctualité, elle est, on va dire, à géométrie variable, n'est-ce pas? Hein? Je cite souvent un exemple, un collègue qui est parti dans un pays, et puis le responsable de la grande école lui dit, on se voit demain matin. Et demain matin, c'est quand? C'est à 6 heures ou c'est à midi? Vous voyez? Mais c'est tout à fait normal. Le temps n'est pas vu de la même façon. Bon. Monochronisme, polychronisme. Alors, vous allez me dire, en termes culturels, on comprend que ça a du sens, mais dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise également, ça a du sens. Ah oui, la façon de travailler. À quelle heure on vient le matin? À quelle heure on repart le soir? C'est extrêmement variable. Et d'ailleurs, moi, j'envoie des étudiants, vous savez, des fois dans des stages internationaux, et j'ai cité la dernière fois mes étudiantes en RH, je leur disais, j'avais envoyé un Allemand au Vietnam. Au bout d'une semaine, il me téléphone, il me dit, moi je reviens. Je lui dis, pourquoi, jeune homme? Il dit, monsieur, moi ici, je travaille avec des constantes que voilà, ça va pas. Je ne sais pas à quelle heure il faut venir le matin, je ne sais pas à quelle heure, combien de temps dure la pause déjeuner, n'est-ce pas? À quelle heure on repart le soir. J'ai négocié avec lui au téléphone parce que finalement j'ai essayé de lui faire comprendre que fondamentalement le stage pouvait être extrêmement intéressant en termes d'apprentissage de l'interculturalité. Et oui, dans le monde on travaille différemment parce qu'on voit le monde différemment, on accorde des priorités à d'autres variables, etc. Effectivement, il est resté jusqu'à la fin de son stage et lorsqu'il est revenu, il était relativement content. Et d'ailleurs on avait travaillé sur le fait que son rapport de stage devait tourner sur cette restitution de l'interculturalité. Alors, autre chose, vous avez... oui, donc je regarde aussi mon PowerPoint parce qu'il y a des choses sinon que je vais effectivement oublier. Donc les cultures monochroniques sont très souvent des cultures qui sont centrées sur l'individu, c'est l'Occident, voilà. Et davantage, beaucoup plus prononcées au nord qu'au sud. Et les cultures polychroniques sont davantage centrées sur la communauté. Alors moi, je me suis interrogé à titre personnel sur la naissance du monochronisme. En fait, fondamentalement, tout le monde est polychronique à un moment donné. C'est pas ? Le monochronisme, c'est-à-dire cette appréciation du temps linéaire, est tout simplement due à l'industrialisation de nos économies. Et l'un des vrais responsables, c'est le modèle taylorien-fordien. Vous voyez ? C'est un modèle de travail, je vous rappelle, extrêmement séquencé, cadencé,
rythmé, chronométré du travail. Hein, vous avez un début et une fin, et ça a complètement changé la vie en société. N'est-ce pas? Le matin, on commence à 6 heures, on termine à 14 heures, hein, ou alors 14 heures, 22 heures, etc. Et ça a changé. Donc ça a donné effectivement des constantes de temps dans un certain nombre de pays occidentaux. Et effectivement, on est devenu monochronique. Mais à l'origine, vous savez, il y a quelques siècles, tout le monde est polychronique. On se donnait rendez-vous le matin, ou on se donnait rendez-vous l'après-midi. Mais l'industrialisation a changé les choses. En fait, le capitalisme libéral et international nous rend de plus en plus monochroniques. Vous mettez votre réveil à telle heure, n'est-ce pas? J'ose espérer. Hein, vous, je vois certains qui sourient. Vous repartez chez vous, vous travaillez, vous terminez à 17h, vous repartez chez vous, etc., etc. On est dans un monde monochronique qui nous est finalement dicté par le capitalisme. C'est le capitalisme, hein, qui nous structure. Quand je dis capitalisme, c'est l'entreprise. Hein, d'accord? On vit au rythme de l'entreprise. Et un peu de l'école. Hein, quand vous regardez bien notre calendrier, il est aussi très calqué sur le calendrier finalement scolaire. Alors, d'autres, comment dirais-je, attributs ont été étudiés par ces auteurs. La notion de proxémie, c'est-à-dire la notion de distance hiérarchique, de culture plus ou moins distante ou plus ou moins proche. Effectivement, les auteurs vont qualifier un certain nombre de cultures comme étant, comment dirais-je, extrêmement distancées, hein, c'est-à-dire on est dans la retenue, on est dans la distance vis-à-vis du rapport à autrui, n'est-ce pas? D'autres cultures sont beaucoup plus tactiles, hein, beaucoup plus... qui privilégie notamment le contact physique. Hein. Je prends souvent l'exemple, j'avais feu mon frère qui un jour partait en Allemagne et il me dit, j'ai rencontré le responsable de l'entreprise, il me serre la main, on signe le contrat, je repars chez moi. La semaine suivante, je vais en Italie, un Italien du Sud, il me prend dans ses bras, il me fait les 4 bises, n'est-ce pas? Et j'ai passé avec lui une journée, j'avais l'impression de le connaître depuis 20 ans. Vous voyez? L'approche est complètement différente. Vous avez des cultures très distantes, et des cultures effectivement extrêmement proches, extrêmement tactiles. Voilà. Il y a ça, il y a la notion effectivement de distance hiérarchique également. Alors la distance hiérarchique, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire quoi? La distance hiérarchique, je le définis toujours comme le degré de l'acceptation de la hiérarchie. Ok? Ça veut dire que ces auteurs vous disent qu'il y a certaines cultures, ils n'acceptent pas l'ordre, ils n'acceptent pas la hiérarchie, ils râlent tout le temps, ils vont manifester, ils ne voyaient pas de rapport avec l'actualité ou quoi que ce soit, hein, n'est-ce pas? Et puis, vous avez des cultures, effectivement, qui accordent une importance considérable à la hiérarchie. Et je pense notamment à l'Asie. Vous voyez? La hiérarchie est quelque chose d'extrêmement respecté. Hein. D'ailleurs, on attend son tour. Il y a une variable hiérarchique qui est une variable hiérarchique liée notamment à l'âge, hein, très souvent dans un certain nombre de pays. Et puis vous avez d'autres pays, on est plutôt dans la remise en cause de la hiérarchie, ou alors on n'accepte pas le chef, ses ordres, son commandement, les directives, etc. etc. C'est extrêmement important. Hein. Ça veut dire que dans certaines entreprises, dans certains pays finalement, le management n'est pas vu de la même façon. Vous voyez? Vous avez par exemple en Asie, le management est un management strict, respectueux. D'accord? Et notamment de la hiérarchie. Je me souviens du PDG de... m'excuserai d'avoir oublié le nom de l'entreprise, mais je sais que l'entreprise était en quasi-faillite. C'était au Japon il y a 3-4 ans, également à cause du Covid. Et je me souviens du PDG qui en pleure et qui s'excuse devant ses salariés et ses subordonnés. Vous voyez? Il y a un respect extraordinaire, n'est-ce pas, des individus dans une communauté, et dans une communauté notamment professionnelle. On l'a moins dans certains pays, n'est-ce pas, où, comme je vous l'ai expliqué, vous avez également une vision assez individuelle des carrières et d'un certain nombre de variables. Alors, effectivement, plus la distance hiérarchique est élevée dans un pays, et plus l'acceptation de la centralisation et de l'ordre est élevée. Et ça, c'est important. D'autres paramètres également, le risque.
L'aversion au risque, ça veut dire quoi l'aversion au risque? C'est tout simplement le degré d'acceptation du risque, de l'incertitude. Ces auteurs, effectivement, vont démontrer que vous avez certains pays qui sont qualifiés de riscophiles, c'est-à-dire qu'ils ont une très forte tolérance au risque, n'est-ce pas? Et puis vous avez des pays, effectivement, qui sont plutôt riscophobes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont une tolérance au risque qui est beaucoup moins élevée, beaucoup plus faible. Alors, ça, c'est mesuré sur le plan macroéconomique. Il s'agit tout simplement de regarder le taux d'épargne, n'est-ce pas? Puisque l'épargne dans un pays est tout simplement la démonstration tout simplement de l'appréciation du risque. Plus vous épargnez, plus vous êtes dans une situation finalement où vous avez peur de l'avenir, n'est-ce pas? Et dans certains pays, effectivement, où le taux d'épargne est faible, tout simplement des pays où les populations sont plutôt entreprenantes, riscophiles, et donc finalement ont moins peur de l'avenir. Voilà, pour un certain nombre d'attributs développés en management interculturel. Alors, dans une troisième partie, et pour illustrer finalement mes propos, donc je suis revenu un petit peu dans ma démarche sur, comment dirais-je, le cadre, n'est-ce pas, de cette mondialisation, le caractère universaliste, effectivement, qui va être, comment dirais-je, remis en cause par un certain nombre de pays, un certain nombre d'entreprises extrêmement performantes, et puis un certain nombre de constantes dans le domaine du management interculturel. Et je me suis dit, finalement, on va l'illustrer par un petit cas pratique, ou en tout cas par un exemple, pour vous démontrer que l'approche interculturelle, dans un environnement mondial, globalisé, a de l'importance. On ne peut pas diriger des équipes interculturelles ou des équipes dans d'autres pays de la même façon que l'on dirige dans son propre pays. Sinon, on va vers, comment dirais-je, un certain nombre de déconvenus, voilà, et d'incompréhension. Alors, moi, le cas qui m'a intéressé, effectivement, c'est le cas Carlos Ghosn, que je vais effectivement développer avec vous pendant quelques minutes. Mais des exemples, j'en ai. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui travaillaient sur des projets internationaux qui, comment dirais-je, cristallisaient sur un seul lieu des ingénieurs de différents pays, vous voyez, et donc de nationalités différentes. Et puis, un jour, il y en a un qui me dit... je pose la question de savoir comment ça se passe. Donc, il y a des ingénieurs français, il y a des ingénieurs italiens, il y a des ingénieurs japonais, et puis vous avez des ingénieurs allemands. Ce qu'on appelle la logique plateau. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la logique plateau. C'est que dans le domaine industriel, parfois, pour développer l'innovation, parce que ça coûte très cher, les concurrents vont se mettre d'accord sur un lieu, c'est pas, ils vont y mettre leurs meilleurs ingénieurs et ils vont développer un certain nombre de choses. Ce qui va sortir de ce projet va être, comment dirais-je, partagé par tous ceux qui ont participé à cette logique. Donc là, en l'occurrence, c'était un constructeur français de mémoire, c'était Renault, vous aviez Volvo, vous aviez Mercedes, et puis à cette époque, Fiat, l'Italien. Et puis Toyota. Donc des ingés, je me répète, français, italien, allemand, japonais. Bon. Et au bout de quelques semaines, je lui pose la question, je lui dis alors comment ça se passe le projet? Il me dit mal. Pourquoi mal? Il me dit déjà, le temps de travail, il est apprécié différemment. Ah bon? Il me dit oui. Il dit le japonais à 7h du matin, il est là. L'allemand, il vient à 8h. Le français, c'est 9h. L'italien, c'est plutôt 10h. Bon. La pause déjeuner, pareil, c'est une variable de management. Alors je lui dis comment ça se passe? Il dit écoute, moi je comprends rien parce que les ingénieurs japonais, ils mangent pas. Les ingénieurs allemands, ils prennent 20 minutes, sandwich. Par contre, ils repartent à 17h. OK? La pause déjeuner en France, vous voyez, c'est midi, midi et demi, on revient vers 14h. Et on ne revient jamais au travail sans avoir pris son café. On est bien d'accord. Voilà. Il me dit, tu sais, mes collègues italiens, par temps en temps, écoute, voilà, c'est la géométrie du retour est relativement variable. Donc ça cause des problèmes. Il y a une approche interculturelle du temps,
de la façon de travailler. Mais ce n'est pas tant dans la mesure du temps, de la journée qui est intéressante. C'est dans le déroulement du projet. Pourquoi? Parce que vous savez bien que quand on commence un projet, on accumule tout de suite du retard. N'est-ce pas? Mais l'appréciation du retard est complètement différente d'une culture à une autre. Si le projet doit se terminer le 30 juin, le Français vous dira, bah, écoute, si ça se termine le 31 juillet ou le 31 août, on n'est pas à 2 mois près. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, l'allemand et le japonais ne comprennent pas cette vision. Si ça se termine le 30 juin, bah, ça se termine le 30 juin. Alors vous allez me dire, par rétro-planning, quelle est la conséquence? Bah, la conséquence, c'est qu'on va travailler pas 2 fois plus, tout simplement. Vous voyez? Si ça se termine le 30 juin, ça doit être terminé, effectivement. Donc, sous la pression des ingénieurs japonais notamment, ils avaient mis en place un système de travail 24 heures sur 24 des ingénieurs. Et oui, 3-8, mais pour les ingés. Donc, ils travaillaient 24 heures sur 24, tout simplement parce que l'équipe japonaise avait dit, si ça se termine le 30 juin, moi, le 1er juillet, je suis parti. Et ça se terminera le 30 juin. L'appréciation du temps est complètement différente. Hein. Voilà. Bon. Alors, je reviens un petit peu sur ce cas, le cas Renault. L'approche interculturelle, finalement, était une nécessité, donc le cas Renault-Nissan. Vous connaissez tous un petit peu cette, entre guillemets, cette alliance qu'il y a entre le constructeur français Renault et Nissan, et depuis quelques années également Mitsubishi, puisque Nissan est rentré dans le capital de Mitsubishi. Alors, il faut savoir que, historiquement, Nissan a des problèmes d'argent, de finances, voyez, et Renault y voit une opportunité. Okay, il y a un deal entre Renault et Nissan. C'est que Renault a besoin de quelque chose de Nissan, les ingénieurs, et Nissan a besoin de quelque chose de Renault, l'argent. Voyez, donc ils vont nouer un partenariat, n'est-ce pas? Donc entre Renault et Nissan, mais qui va être quand même un partenariat où j'allais dire, qui n'est pas très égalitaire. Hein. Vous avez toujours un dominant et un dominé. Et en l'occurrence, sur le plan capitalistique, finalement, le dominant, c'est plutôt Renault. Et le dominé, c'est plutôt Nissan. Bon. Celui qui est architecte de la chose, on va confier le projet à comment dirais-je, un ingénieur produit de la méritocratie française, n'est-ce pas? Carlos Ghosn, qui a fait l'actualité, n'est-ce pas, il y a quelques années. Donc Carlos Ghosn, pour revenir un petit peu sur son CV, qui est un CV interculturel. Qui est Carlos Ghosn? Carlos Ghosn est un ingénieur diplômé de l'école polytechnique X, n'est-ce pas? Il a même fait, de mémoire, je crois même, je l'ai noté comme école d'application, je n'ai pas noté ici, les mines, donc c'est ce qu'on appelle un X-mine, voyez? Donc l'école polytechnique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est X. On fait quoi à Polytechnique? On fait tout, absolument tout, n'est-ce pas? Des mathématiques, de la chimie, de la géographie, de l'histoire, de la médecine, etc., du droit. On sélectionne les meilleurs d'une classe générationnelle à qui, effectivement, on va donner une formation polytechnique. Bon. Et ensuite, ils font ce qu'on appelle une école d'application. Donc, c'est le produit de la méritocratie française, mais le CV de Carlos Ghosn est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que, justement, il est interculturel. Qui est Carlos Ghosn? C'est un Libanais, n'est-ce pas? Qui est né, qui a grandi au Brésil, et qui a fait ses études en France. D'ailleurs, à ce propos, il obtiendra la nationalité française juste avant de devenir PDG de Renault. Okay, l'ancien PDG de Renault, c'était Louis Schweitzer, c'était l'ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius. Et vous savez que quand vous avez une succession, vous avez des prétendants. Et puis à un moment donné, à qui confier le flambeau? On va le confier à une personne, effectivement, qui possède cette dimension interculturelle. C'est pas ce fameux Carlos Ghosn, qui était par ailleurs un homme d'une redoutable efficacité. Alors Carlos Ghosn, effectivement, il est, comme je vous l'ai dit, il est interculturel, il est polyglotte. Il parle plusieurs langues, couramment. Le français, l'anglais, l'arabe, et puis le portugais également, mais de manière, j'allais dire, courante. Voilà. C'est un homme, effectivement, qui a obtenu des résultats extrêmement intéressants dans un certain nombre d'entreprises. Je pense notamment à Michelin aux États-Unis. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir qu'en 2008, Barack Obama voulait le débaucher pour General Motors. C'est pas pour vous dire l'efficacité de cet homme. Et donc, le gouvernement français, à la fin des années 90, se pose la question, finalement, qui mettre à la tête de Renault? On met tout simplement un homme qui a cette approche interculturelle et qui, finalement, a eu des résultats extrêmement intéressants, notamment dans le management d'un certain nombre d'entreprises. Bon.
Donc il va piloter cette alliance, l'alliance Renault-Nissan. Alors, dans un premier temps, effectivement, cette alliance va, comment dirais-je, être un succès sur le plan économique. Ce qui n'est pas, j'allais dire, cela ne va pas de soi. Pourquoi cela ne va pas de soi? Tout simplement parce que ce sont deux entreprises avec des identités nationales extrêmement fortes. Okay? Je vous rappelle que Renault, c'est un des fleurons industriels dans le domaine automobile français, dont l'État français est actionnaire, n'est-ce pas? La France est actionnaire, le gouvernement français est actionnaire. Il y a un haut fonctionnaire nommé par le Premier ministre, sous la tutelle évidemment du président de la République, au sein du conseil d'administration de Renault. C'est une entreprise, certes un peu privée, mais où l'État, effectivement, a encore conservé ce qu'on appelle la minorité de blocage. Hein. Donc l'État est très, comment dirais-je, très présent. Donc c'est une firme avec une très forte identité nationale. C'est le cas également de Nissan. Nissan est une entreprise japonaise avec une très forte identité nationale. Donc là, vous allez rapprocher deux entreprises, l'une très française et l'autre, finalement, très japonaise. Donc ça veut dire que, au départ, vous faites comment? Donc du coup, d'où le choix de Carlos Ghosn, c'est-à-dire finalement l'homme de la situation, l'homme interculturel, l'homme polyglotte, capable effectivement de manager cette, comment dirais-je, ce rapprochement et cette complexité en termes de rapprochement. Alors, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, hein. Les deux groupes vont se rapprocher et, comment dirais-je, au départ, il y a une certaine forme de réussite. C'est-à-dire que Carlos Ghosn va redresser Nissan. Okay, bon. Il va redresser Nissan avec... et ça, c'est intéressant. Il va redresser Nissan en, j'allais dire, distillant ce qu'on lui a appris dans les grandes écoles. D'accord? C'est-à-dire un management de type anglo-saxon. Comment on redresse une entreprise? C'est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'il va faire, Carlos Ghosn? Il va tout simplement fermer des sites, n'est-ce pas? Il va, comment dirais-je, remettre en cause un certain nombre de constantes, l'emploi à vie, qui est effectivement une approche très culturelle au Japon. Vous savez que les Japonais font une carrière dans une entreprise à vie. On démarre dans une entreprise et puis on termine dans l'entreprise. Okay? Les relations que possède la grande entreprise avec les fournisseurs, c'est également des relations qui sont historiques, constantes dans le temps. Carlos Ghosn, lui, il arrive et il va appliquer des méthodes de management, j'allais dire, style américain. Le site, quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Je le ferme. Les employés, quand ils ne sont pas efficaces, qu'est-ce que je fais? Je les licencie. D'accord? Je remets en cause le pacte qui existe, n'est-ce pas, entre les salariés nippons et leur entreprise. Hein, leur entreprise, c'est leur famille, je vous le rappelle. Donc lui, il va remettre tout ça en cause. Les fournisseurs, au fait, c'est simple. Il va leur dire maintenant, vous êtes soumis aux règles de la compétitivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la meilleure matière première au meilleur prix. Hein, tout simplement, fermeture d'usine, etc., etc. En fait, fondamentalement, il est ce qu'on lui a appris à être, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément un cost killer. C'est quoi un cost killer? Traduction littérale, un tueur de coûts. C'est simple. Voilà, c'est un financier, il débarque, il regarde, ça ne me rapporte pas, ça c'est déficitaire, ça va être fermé, etc., etc. Il applique cette recette. Est-ce que c'est efficace sur le plan économique? Oui. C'est même redoutablement efficace. Oui, ça fonctionne. C'est malheureux à dire, hein. Et ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'espace de, il me semble, de mémoire, 2 ans, il redresse les comptes de Nissan et en fait effectivement une entreprise performante sur le plan économique. Bon. Ça, c'est sur le plan économique et industriel. Sur le plan interculturel, par contre, c'est autre chose. Hein? Ça, et d'ailleurs, quelque part, il est en train de jeter finalement les bases de ce qui va arriver quelques années après ou quelques décennies après. Parce qu'il faut savoir que Carlos Ghosn est un homme, j'espère que personne n'est dans la famille de Carlos Ghosn dans cette salle, mais c'est un homme qui est finalement très intelligent,
Mais quand, comment dirais-je, vous discutez avec des gens qui l'ont côtoyé, et je le dis souvent à mes étudiants, c'est un homme qui a un but de sa personne. Vous voyez, bachelier à l'âge de 17 ans, classe prépa, bon, voilà. Il se considère comme étant le plus intelligent. Bref, il a ce qu'on appelle la grosse tête. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très, très insultant. Il peut être extrêmement vulgaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans, comment dirais-je, le résultat tout de suite. Et quand vous ne comprenez pas, il vous le fait sentir. Vous êtes un idiot. Et encore, c'est gentil ce que je suis en train de vous dire. Moi, je me souviens, et je le raconte souvent à mes étudiants, l'ancien directeur de, comment dirais-je, de Delphi, ici à Flers-en-Escrebieux, pas loin de Douai, qui a eu à travailler avec lui parce que c'est une entreprise qui faisait des compresseurs pour Renault. Et il me dit, Carlos Ghosn, quand il se déplace, donc déjà, il vous serre à peine la main, et il vous dit, voilà, ton truc est trop cher, il est trop gros, hein, je te donne 2 mois pour me donner un compresseur qui soit plus petit, qui soit ceci, qui soit cela. Et dans 2 mois, je reviens, et si tu ne réalises pas le cahier des charges, eh ben, je vais voir ailleurs. Vous voyez? C'est un homme redoutable. Bon. C'est un homme imbu de sa personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, irrespectueux. Sauf que le problème, c'est qu'il va manager des équipes au Japon, où je vous rappelle, un certain nombre de constantes sur le plan culturel sont complètement différentes. Vous savez, les Japonais, fondamentalement, accordent beaucoup d'importance au respect de l'individu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même, comment dirais-je, approche vis-à-vis de l'insulte, du dénigrement, etc., etc. Donc vous imaginez, vous, quelqu'un qui vient déjà, et vous savez de par l'histoire que le Japon est un pays finalement un peu nationaliste, hein, vous voyez un Français débarquer chez vous, qui vous donne des leçons, déjà ils le vivent très mal les Japonais, hein, le fait que le Français prenne le contrôle du groupe, enfin c'est plutôt une alliance, mais ils le voient quand même comme une relation dominant-dominé, donc déjà, voilà, et ça se passe, je ne vais pas dire que ça se passe mal, mais il y a quand même à la base un petit un ressentiment. Qui plus est, vous avez le manager français qui arrive effectivement insultant, directif, qui remet en cause les codes culturels du pays, l'emploi à vie, le fait de garder son emploi dans la même, comment dirais-je, la même entreprise, le fait d'avoir des mêmes fournisseurs, parce que ce sont des fournisseurs qui ont des liens familiaux avec ce qu'on appelle le donneur d'ordre. Très souvent, les directeurs des entreprises qui gravitent autour de donneurs d'ordre ont des liens de famille avec les actionnaires de ces grandes entreprises. Et lui, il vient briser tout cela. Okay? Et donc, fondamentalement, sur le plan économique, c'est une réussite. Par contre, sur le plan culturel, déjà dans les années 2000, je me souviens, je lisais un certain nombre d'articles où, voilà, on sentait que dans la gouvernance de Nissan, il y avait quelque chose. C'est pareil, il y avait une espèce de ressentiment qui était en train de, comment dirais-je, une espèce de rancœur, effectivement, dès les années 2000, voilà, et qui va se transformer progressivement en haine. Voilà. Alors certes, effectivement, le cas Carlos Ghosn, alors je pense que vous avez admiré le jeu de mots, non? Non? Dont j'ai la paternité, ok? Si vous l'utilisez, j'ai droit d'auteur. Carlos is gone, non? Bon, ok. Je pense que ma carrière d'humoriste, va s'arrêter là. Alors voilà, il y a cette, comment dirais-je, cette affaire qui va défrayer la chronique, puisque, je vous le rappelle, il a été accusé, écoutez, on va dire au conditionnel, vous passez, il a été accusé de détournement de fonds. Alors, en préparant cette conférence, j'ai essayé de regarder à combien on a estimé son détournement de fonds. J'ai arrêté d'additionner les millions, vous voyez? Je me suis arrêté à plus de 50 millions, ça vous va? Voilà, on n'est pas à quelques dizaines de millions près, finalement. Donc, effectivement, et d'ailleurs, à ce propos, le gouvernement français, la justice française a aussi lancé un certain nombre de poursuites également pour quelques dizaines de millions d'euros de détournement, mais bon, je me suis arrêté à 50, plus de 50 millions d'euros. Enfin, cela dit, certes, je vous rappelle que les Japonais ont arrêté Carlos Ghosn. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a maintenant quasiment 4 ans, 4 ou 5 ans. Ils l'ont arrêté dans des conditions effectivement assez humiliantes.
voilà, arrêtés, emprisonnés. Je vous rappelle que le Japon a une vision des droits de l'homme qui n'est pas la vision de la France. Hein. D'accord ? Vous êtes enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés, n'est-ce pas, avec des conditions de vie qui sont voilà, à la limite. Hein. Et je vous rappelle que le Japon est une des nations les plus développées de la planète. Alors, vous doutez bien que les politiques français, et notamment le président de la République, n'ont pas du tout apprécié. Ils n'ont pas du tout apprécié que le Japon vienne et mette sous bracelet l'un des PDG les plus emblématiques du CAC 40. OK ? Alors, il y avait déjà eu Strauss-Kahn il y a quelques années au Fonds monétaire international. C'est une humiliation pour un pays, hein, il faut le savoir. Hein. Ça passe pas. D'ailleurs, si vous regardez historiquement, l'Élysée n'a fait aucun commentaire. Et d'ailleurs, à ce propos, bon, voilà, l'ambassadeur de France là-bas au Japon a témoigné effectivement de la colère du président de la République, parce que quelque part, vous prenez l'un des grands PDG de votre pays et vous lui mettez les bracelets devant les caméras du monde entier. Hein. Alors, effectivement, certains hommes politiques français avaient dit « Bah oui, mais si c'était un PDG américain, les Japonais n'auraient jamais osé. » Effectivement, c'est une réalité. J'ai rarement vu des PDG américains mis, j'allais dire, sous bracelet dans un certain nombre de pays. Et vous savez comment on fait les affaires dans le monde, n'est-ce pas ? Bon, je ne dis pas que Carlos Ghosn est comment dirais-je, voilà, il est blanc comme neige, mais enfin, cela dit, je ne suis pas certain que dans d'autres films internationaux, bon. Donc, effectivement, il y a eu ce caractère très humiliant de cette arrestation, mais ce n'est pas tant sur le plan fiscal. Ce n'est pas la fiscalité. C'est tout simplement parce que, effectivement, le cas Carlos Ghosn, c'est le cas emblématique du fait qu'un manager ne respecte pas les codes interculturels du pays. D'accord ? Et que progressivement, au fur et à mesure des années, il va, comment dirais-je, concentrer vers lui un certain nombre de, comment dirais-je, de haines, de critiques, hein, parce que le gouvernement français, le président de la République avait dit que finalement ça sentait quand même un petit peu le coup fourré et que tout ça était un petit peu téléguidé et préparé. Oui, mais enfin, cela dit, il l'a fait lui-même avec ses propres mains. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Alors, vous allez me dire pourquoi les Japonais ne l'ont pas fait dans les années 2000 ? Bah, tout simplement parce que justement, l'alliance était une réussite sur le plan économique. Vous voyez ? Carlos Ghosn avait redressé Nissan. Mais dès les années 2000, sur le plan interculturel, le management était une catastrophe. D'ailleurs, à ce propos, il y avait eu un certain nombre de démissions de responsables japonais qui avaient effectivement refusé de continuer à travailler avec ce PDG. Donc, dès les années 2000, mais masqué effectivement par la réussite économique. Par contre, à partir des années 2010, la situation effectivement empirant, hein, voilà, on aboutit à cette catastrophe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu détournement de fonds, évidemment. Hein. Enfin, cela dit, il y a effectivement un certain nombre d'autres variables. Alors, d'ailleurs, à ce propos, je me souviens avoir vu un documentaire sur cette affaire et... on avait dans le documentaire le témoignage de l'ancien ministre de l'économie de François Hollande. C'était M. Sapin. Vous voyez, ministre de l'économie. Et puis le journaliste lui pose la question de Carlos Ghosn, parce que, je viens de vous dire, l'État français est actionnaire de Renault. Donc il lui pose la question, Carlos Ghosn. Il dit, moi, Carlos Ghosn, je ne suis que ministre de l'économie. Je ne parle pas Carlos Ghosn. Enfin, Carlos Ghosn, ne me parle pas. Ah bon, le journaliste, il parle à qui ? Il dit, mon Dieu, Carlos Ghosn. Il téléphone directement au président de la République. Il dit, un ministre de l'économie. Hein, c'est effectivement bas dans l'échelle. Tout ça pour vous donner un petit peu la dimension psychologique du personnage. Et fondamentalement, un certain nombre de dirigeants de Renault ont témoigné du fait qu'avec le temps, n'est-ce pas, le personnage se comportait de manière de plus en plus décalée par rapport à ses subordonnés, et notamment dans un contexte qui est le contexte notamment japonais. Voilà. Bah écoutez, on m'a demandé, hein, là ça fait une petite heure, hein, on m'a demandé de tenir 1 heure. Donc j'ai tenu 1 heure. J'ose espérer que je vous ai relativement intéressé, n'est-ce pas, par mes propos, et puis je suis à votre disposition. On m'a dit qu'il fallait que ça se termine. Merci.
Voilà, alors généralement après conférence, il est de tradition de laisser la parole au public pour éventuellement un certain nombre de questions, de remarques, ce genre de choses. Je suis donc à votre disposition. Oui, mademoiselle. Le cercle de qualité Kanban et Juste à temps. Oui. Est-ce que vous pouvez nous revenir dessus, nous expliquer ce que c'est et est-ce que c'est des choses qu'on utilise Oui, absolument. Alors les cercles de qualité, si vous voulez, en fait je ne l'ai pas développé, mais dans l'approche japonaise, c'est une approche communautaire du travail. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les Japonais et pour une approche asiatique, l'innovation ne sort pas d'une seule tête. D'accord? Tout le monde et peut-être source d'innovation. Bon. Alors, ils ont mis en place un certain nombre de, comment dirais-je, de modus operandi dans leur style de management, tel que la boîte à idées. Ça veut dire quoi la boîte à idées? Ça veut dire que dès les années 50, les années 60, un ouvrier qui travaille par exemple chez Toyota, si il a une idée pour améliorer le processus, n'est-ce pas, par rapport à la fonction qu'il est en train de faire, ben, il peut rédiger un petit mémo et puis le mettre dans la boîte et puis ensuite on discute de, comment dirais-je, de l'opérationnalité de cette idée. D'accord? Donc fondamentalement, c'est dire que l'innovation, c'est pas forcément issu de la tête des ingénieurs R&D. L'innovation, ça concerne tout le monde, n'est-ce pas? Donc on invite tout le monde à participer à l'amélioration des processus. Cercle de qualité, pourquoi le cercle? Parce que très souvent, les Japonais, dans les années 60, faisaient des réunions autour d'une table ronde. D'où l'idée du cercle. De qualité, tout simplement pour améliorer la qualité. C'est-à-dire que le responsable d'une unité va régulièrement mettre autour d'une table ronde. Alors vous allez me dire, monsieur, pourquoi la table est ronde? Pour une raison extrêmement simple. C'est que quand vous prenez, par exemple, une table rectangulaire, celui qui s'assit au bout de la table est fondamentalement et physiquement témoigne, j'allais dire, d'un attribut de pouvoir. On est bien d'accord? Vous voyez, par exemple, quand vous regardez un certain nombre de conseils d'administration, ce genre de choses. Mais quand la table est ronde, physiquement, même celui qui, effectivement, occupe une position hiérarchique est dilué physiquement, n'est-ce pas, dans la relation qu'il a aux autres. Donc la table est ronde. Donc on a appelé ça progressivement les cercles de qualité. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était, comment dirais-je, autour d'une table ronde, pour faire en sorte que l'ouvrier soit au même plan que l'ingénieur, que le technicien, etc., etc. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est comment dirais-je, le Japon a une vision très communautaire, voilà, il place la communauté au centre même du processus et de l'innovation. Et c'est pour cette raison que, effectivement, il développe un certain nombre de choses avec une fiabilité garantie, puisque je vous rappelle que la fiabilité totale est la somme de toutes les fiabilités. Voilà. C'est-à-dire que même dans un processus, même un ouvrier, je veux dire, en élaborant une tâche, il peut se dire, oui, mais bon, si la tâche est faite autrement, on peut éventuellement améliorer, voilà, ou alors la pièce, elle est défectueuse, ceci, cela. Vous voyez? Bon. Le rapport, finalement, est complètement différent. Je vous avais donné l'exemple, je crois que c'est à vous que j'avais raconté, sur une même journée, j'avais visité Toyota et Renault. La même journée. Voilà. Je vais le matin, Toyota, au Nain. Je suis reçu par la DRH, directrice de ressources humaines, c'était une femme. Ce qui m'avait interpellé, c'est qu'elle avait, une veste de toile bleue, marquée Toyota derrière. Vous voyez? Bon, propre, évidemment. Mais je me suis dit, l'une des personnes les plus importantes du site m'accueille avec une veste de toile bleue. Elle m'avait fait visiter Toyota. Effectivement, c'était nickel, c'était organisé, c'était structuré, etc. Bon. La même journée, l'après-midi, j'avais rendez-vous à Georges Besse, je me souviens. Et quand je me rends chez Renault, voilà, j'avais rendez-vous avec une personne, on m'a dit, c'est pas moi qu'il faut aller voir, c'est le chef. Je vais voir l'autre personne, on m'a dit, c'est pas moi, c'est l'autre chef. Je me suis rendu compte qu'au bout d'une demi-heure, il y avait des chefs partout, vous voyez. Et en fait, fondamentalement, la hiérarchie est complètement différente. La hiérarchie est très structurée en Occident. Vous avez ceux qui pensent,
et vous avez ceux qui exécutent. En Asie, il y a une certaine forme de porosité, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous avez une chemise blanche et une cravate que vous êtes forcément plus intelligent. Voyez? Donc à un moment donné, même celui qui dirige l'entreprise se met autour d'une table ronde, n'est-ce pas? Cette espèce de modestie et de proximité pour interroger effectivement ces agents pour voir comment on peut améliorer le processus. Voyez? Donc le Kanban, effectivement, la qualité totale, c'est tout ce processus de production qui est basé sur une somme totale de qualité. Ce qu'on va appeler la qualité totale. Voyez? Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, à ce propos, moi j'avais un ami qui était ingénieur chez Toyota, et comme je vous ai expliqué, le premier jour quand il avait débarqué, fraîchement diplômé d'une grande école française, il vient avec son costume cravate, voyez, et puis il demande où est son bureau et son fauteuil. Et puis alors vous avez le directeur du site, il dit écoute mon gars, t'as rien compris, hein, voilà ton toile bleue. Ah bon? Pourquoi faire? Il dit pour aller à la chaîne. C'est-à-dire que nous, on n'embauchera jamais quelqu'un, j'allais dire, qui va donner des ordres à des ouvriers s'il ne sait pas lui-même comment on fait une voiture. Et il me raconte que pendant 2 mois, il est sur la chaîne de production, voilà, avec un toile bleu, etc. Voilà. C'est-à-dire que fondamentalement, cette approche japonaise est une approche très inductive. Vous voyez? L'innovation ne vient pas forcément d'en haut. Elle vient de l'ensemble des parties de l'organisation. Voilà, mademoiselle. Je vous en prie. Une question? Ou pas? Bon, eh bien, monsieur Hébert... Il y a mademoiselle là-bas dans le fond. Tiens. Elle a été soufflée par monsieur Hébert? Non. Excusez-moi, on a un sujet en fait sur lequel on doit traiter qui concerne l'insertion des immigrés dans le milieu professionnel. Et vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui est monochrone et polychrone. Oui, et monochronique et polychronique, oui. C'est ça, et on voudrait savoir en fait, vous pensez que les pays dits africains sont plutôt monochrones ou polychroniques en fait, oui, oui, absolument, tout à fait. Alors effectivement, les auteurs ont, comment dirais-je, ont cartographié les zones géographiques à tendance polychronique ou à tendance monochronique. Mais c'est ce que j'explique très souvent, c'est pas une dichotomie, hein, c'est pas binaire, c'est-à-dire que vous ne basculez pas d'un pays monochronique à un pays polychronique. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une certaine forme de continuum. Okay, donc les pays du Nord, c'est-à-dire le nord de l'Europe, fondamentalement le nord de l'Amérique, et là où je ne suis pas d'accord avec ces auteurs, mais ces travaux datent des années 60-70, c'est qu'à cette époque, ils mettaient l'Asie dans les pays polychroniques. L'Asie n'est pas polychronique, l'Asie est monochronique. Donc, pour répondre clairement à votre question, aujourd'hui, c'est fondamentalement l'Amérique du Nord. Il y a un gradient, et le gradient, si vous voulez, c'est l'hémisphère en fait. Hein. Plus vous montez au nord, plus vous êtes monochronique, et plus vous allez au sud, plus vous êtes polychronique. Donc, fondamentalement, ils classaient l'Afrique comme étant polychronique, le Moyen-Orient polychronique. À cette époque, l'Asie polychronique, mais comme je vous ai expliqué, je ne suis pas d'accord, c'est plutôt monochronique. L'Amérique du Nord monochronique, et l'Amérique du Sud, polychronique, mais... Encore une fois, hein, c'est un continuum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le polychronisme et le monochronisme, ce sont 2 constantes d'un continuum. On va glisser naturellement du monochronisme au polychronisme. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on retrouve fondamentalement, comment dirais-je, le caractère industrialisant et structurant du modèle taylorien-fordien. Vous voyez? C'est-à-dire que là où l'industrie s'est installée, le travail est codifié. Et il est codifié dans le temps. Donc des sociétés même françaises qui étaient polychroniques deviennent par la force des choses au XIXe siècle progressivement, et encore ça dépend, hein, je vous parle des villes, dans les campagnes effectivement on reste encore polychronique, mais progressivement on devient monochronique. Donc voilà les grandes zones effectivement Mais encore une fois mademoiselle, je remarque que certains pays qui progressent dans leur développement économique ont tendance à passer du polychronisme au monochronisme. Voilà. Donc c'est intimement lié au développement économique et c'est intimement lié à la structure même du capitalisme qui est structuré dans le temps. Voilà. Je vous en prie. Merci. Bonjour.
Comme Bonjour. vous avez parlé du management et qu'on traite le même sujet, j'ai aussi une question. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez à peu près le rapport à l'autorité qu'ont justement les immigrés africains? J'ai pas entendu, excusez-moi. Il y a une Oui, résonance. je vous disais, est-ce que vous avez une idée du rapport à l'autorité qu'ont les immigrés africains? Enfin, le rapport à l'autorité, est-ce qu'ils sont réfractaires au management ou pas? Excusez-moi, je vais descendre parce qu'avec l'écho, j'arrive. Oui. Peut-être que j'approche pas assez ma bouche. Non. Avec la... Alors, mademoiselle, excusez-moi. Oui. Vous m'entendez mieux? Oui. Alors, je disais... Ça va, et vous? Pardon. Du coup, pour notre sujet, on se demande si les immigrés africains sont réfractaires à la hiérarchie ou au système de management français. Voilà. Fondamentalement, très honnêtement, en fait, ce que vous êtes en train de, la question que vous me posez, c'est est-ce que les immigrés africains, c'est ça, C'est ça, oui. en France, sont plus ou moins réfractaires à la hiérarchie? Ou pas, hein? Ou pas. C'est... S'ils se laissent facilement manager par une autorité ou s'ils C'est un peu tendancieux, là, ce que vous... Mais justement, le but, c'est de trouver la solution. Et après je mille vais être recherches- honnête avec vous. Alors, vous allez me dire, il est en train de se dégonfler, n'est-ce pas? J'en sais rien. Ok. Je vais être honnête avec vous. Oui. Voilà. Après, bon, c'est des études qui peuvent être menées, mais voilà, c'est toujours un peu, sont toujours un peu des questions délicates, vous voyez, ça. à traiter. Donc, très honnêtement, je n'en sais rien. Merci quand même. Voilà. Je vous en prie. Je vous en prie. Une dernière question pour Monsieur Hébard, ou c'est clair, c'était limpide? Ben, un grand merci à toi Merci, pour merci à cette vous, conférence. merci d'être venu. Merci.